de rédiger ces directives anticipées. Merci beaucoup d'être présent. Vous êtes nombreux à vous être inscrits. Donc voilà, les consignes habituelles, de bien fermer les micros, de lever la petite main, de bien lever la petite main pour prendre la parole, sinon de pouvoir utiliser le chat pour poser des questions. Donc voilà. Donc le webinaire est enregistré et il sera co-animé avec le docteur Bircuit qui se présentera, qui peut se présenter d'ailleurs, et qui après interviendra plus longuement sur les sujets pratico-pratiques. Vous voulez que je me présente? Oui, comme ça, Donc on aura tous les éléments. OK. Donc je suis, Laurence Bircuit, je suis médecin praticien au centre hospitalier de Compiègne et médecin en soins palliatifs depuis plus de 20 ans. Donc on m'a demandé de vous faire cet exposé et qui me semble très intéressant avec aussi le recul de mon activité, de voir l'évolution aussi de nos pratiques et de la place du patient dans la décision. Voilà. Et n'hésitez pas pendant l'exposé à poser des questions, je peux tout à fait, m'interrompre ou parler moins vite si c'est trop rapide, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, nous avons un sommaire assez complet comme vous pouvez le constater, donc avec, forcément un petit point, introductif sur la certification. Les focus sur les attendus de la Haute Autorité de Santé, par rapport aux critères, 1.14. Comment effectivement, mettre en pratique, comment, dérouler tout cela dans les établissements et avec, une partie échange. Donc, on vous a remis le lien vers le référentiel. Donc, sachant que le nouveau est sorti mercredi pour le côté sanitaire. Le référentiel qui sera applicable à partir de janvier 2024 et sera disponible sur le site de la Haute Autorité de Santé. Donc, voilà, on va passer rapidement dessus. Donc, il y a un manuel, donc le référentiel avec les critères et les fiches pratiques. Et dedans, avec 15 objectifs et 17 critères impératifs. Donc, un des critères est le patient est informé et son implication est recherchée. Nous avons également le patient est respecté. Les proches et les aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l'accord du patient. Les conditions de vie et le lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge. Donc, il y a de toute façon, par rapport au sujet d'aujourd'hui, plusieurs critères peuvent être rattachés vraiment aux directives anticipées. Donc, il y a un critère qui en parle particulièrement. Donc, le patient est informé de façon adaptée à son droit de rédiger ces directives anticipées. C'est le titre que nous avons repris. Et il y a d'autres critères qui sont associés, dont un critère impératif. Donc, nous avons également le critère associé, donc qui est le patient reçoit une information claire et adaptée à son degré de discernement sur son état de santé, les hypothèses et confirmations de diagnostic. Donc, on voit clairement là le lien. Donc, le patient est impliqué s'il le souhaite dans l'évaluation des bénéfices-risques de toute décision majeure pour sa prise en charge. Le critère impératif, le patient exprime son consentement libre et éclairé sur son projet de soins et ses modalités. Et enfin, le patient a pu désigner la personne à prévenir et la personne de confiance de son choix. C'est une thématique qui est clairement liée avec les directives anticipées. Donc voilà, donc il y a en tout 17 critères impératifs. On ne va pas tous les passer en revue, mais voilà, le lien par rapport aux critères d'aujourd'hui, c'est vraiment l'information et la participation et le consentement du patient. Donc, comment décrypter le critère qui nous intéresse aujourd'hui? Donc, le patient est informé de façon adaptée sur son droit à rédiger les directives anticipées. Donc, c'est un point qui va être vu avec la méthode du patient traceur.
Mais avant toute chose, avant de vous lancer pour vous préparer, n'hésitez pas à prendre en connaissance des références de la HAS. Donc effectivement, dans le manuel, hein, nous avons à chaque fois les références législatives et les bonnes recommandations qui sont mises en avant. Donc pas hésiter à vous emparer de ces points-là pour pouvoir travailler sur les différents sujets, et notamment celui qui nous intéresse aujourd'hui. Ensuite, donc nous avons le titre, effectivement, donc qui concerne en fait le patient est informé, ça concerne tous les secteurs de soins, quel que soit le type de prise en charge, quels que soient les patients, donc on intègre également la famille du coup, la personne de confiance. Tout le monde est concerné, toutes les établissements qui vont être concernés par, qui sont concernés par la certification, les établissements médico-sociaux également sont concernés par ce critère-là. Donc ensuite, on a un petit chapeau introductif, donc rédiger. Bah oui, rédiger la procédure sur, les directives, sur les directives anticipées. Comment on fait le recueil? Est-ce qu'on a un document de traçabilité? Comment on informe le patient? Comment on forme en interne? Ben voilà, ça ne s'improvise pas. Hem Et c'est pour ça que justement, donc le lien avec le plan de formation, ça peut être, par rapport aux droits des patients, ou par rapport à la prise en charge des soins palliatifs, ou par rapport, voilà, c'est vraiment une thématique qu'on peut retrouver sur plusieurs, formations du plan de formation, et faire en lien effectivement, si vous en avez un ou une instance équivalente, avec le comité éthique, et effectivement la charte de la personne hospitalisée. Puisque le but est également d'être conforme à la réglementation. Les attendus sur le terrain. Donc comme, c'est à l'aide de la méthode du patient traceur, il y aura une partie, de la question sera posée directement au patient, et après il y aura également des questions pour les professionnels. Donc ce qui va être demandé, c'est: le patient est informé sur ses droits à rédiger ses directives anticipées. Donc par quel moyen de communication, les professionnels se sont saisis, ont pu utiliser pour informer le patient? Alors de manière adaptée, donc par rapport à son âge, à son degré de compréhension, sa maîtrise de la langue, la gravité de la situation clinique, et effectivement, on n'aborde pas enfin voilà, il peut y avoir différents temps cliniques, en fonction de l'état de la personne pour aborder le sujet ou réaborder le sujet. Et le cas échéant, pensez à la personne de confiance pour le recueil. Donc la formation, elle est orale lors d'un entretien individuel, mais on a également la remise de documents écrits adaptés, et la traçabilité, dans le dossier de la personne, dans le dossier de soins. Donc, le but étant de créer une relation de confiance entre le patient et l'équipe de soins, afin de, voilà, de respecter, les besoins et les attentes, du patient. On recherche également à uniformiser les moyens de communication pour sécuriser que d'un service à l'autre, ce soit également, enfin voilà, que on retrouve les mêmes éléments, pour pas avoir plutôt des choix subjectifs, mais vraiment uniformiser les pratiques, dans les secteurs. Au niveau des professionnels, je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, la traçabilité. Très, très important, de pouvoir tracer, l'information. Donc définir en équipe les modalités d'information, du patient sur les droits à rédiger, ces directives anticipées, en prenant en compte les situations particulières. Donc ça, c'est important que tout le monde ait le même niveau d'information. Témoigner de l'information donnée aux patients sur leur droit à rédiger les directives anticipées. Bah oui, il faut pouvoir prouver, que l'information sur le droit, de rédiger ces directives anticipées a été donnée. Donc on passe forcément par de la traçabilité, et donc remettre des documents au patient ou à la personne de confiance ou à l'entourage, pour compléter, ce qui a été dit oralement. Donc les professionnels, voilà, ça s'improvise pas non plus, même s'il peut y avoir, des points au niveau des formations initiales. Il peut y avoir des sensibilisations régulières en interne, des formations, des nouveaux arrivants. Voilà, par contre, il faut que ce soit uniforme, et que ce soit dans un établissement, que ce soit vraiment, qu'on n'ait pas de questions à se poser, que ce soit uniforme.
Et enfin, l'interopérabilité par rapport à la traçabilité du dossier patient. Effectivement, si le patient est amené à être transféré d'un service à l'autre, là, c'est vraiment par rapport au partage des informations du dossier de soins au moment où le professionnel en a besoin. Donc, les directives anticipées, voilà, selon les situations, c'est très important de pouvoir y avoir accès d'un service à l'autre. Il y a également le fait de pouvoir s'évaluer en équipe, parce que c'est bien de mettre en place les choses. Après, c'est dans une démarche qualité et de gestion des risques de pouvoir s'évaluer dessus. Donc, de pouvoir se poser régulièrement les questions en équipe. Donc, ça peut être à travers des quick audits de dossiers. Il peut y avoir également un référent désigné, donc une personne ressource au sein du service, de préférence formée. Heu, en Après, il peut y avoir des suivis d'indicateurs pour la qualité et la sécurité des soins. Vous pouvez également faire des audits de patients traceurs en interne, de discuter bien évidemment en équipe pour savoir s'il y a eu des dysfonctionnements par rapport justement au recueil des directives anticipées ou à l'information sur les droits, de pouvoir en rédiger et comment réagir pour pas que ça se reproduise, ou si ça se reproduit, atténuer les conséquences, notamment pour la prise en charge du patient, de la personne. Hem Et donc voilà, et de débriefer un maximum en équipe et de faire des retours d'expérience pour toujours s'améliorer. Hem Ensuite, bien évidemment, si vous avez déjà d'autres choses qui sont proposées en établissement, donc l'établissement peut tout à fait donc développer d'autres réponses pour atteindre ses objectifs. Ça vous appartient, et surtout n'hésitez pas à le valoriser le jour de la certification ou de quelconque évaluation. Donc pour aller plus loin, on vous a remis les liens, des documents de France Assos Santé, puisque tout à l'heure on a évoqué, hein, le fait d'informer les patients et la famille. Le France Assos Santé a rédigé des documents justement sur le droit de l'information, le consentement des soins, la personne de confiance, la fin de vie, les directives anticipées. Donc n'hésitez pas à vous en saisir en interne pour faire vos formations, mais également à pouvoir transmettre aux patients plutôt que de créer un document. Il en existe déjà certains. On a également des fiches, au niveau de la fédération, pour pouvoir expliquer ces points-là, et il y a également le secteur médico-social qui est complètement concerné par la rédaction des directives, le droit à rédiger les directives anticipées. Avec leur propre référentiel HAS, où il y a 2 critères effectivement qui peuvent complètement se rattacher aux directives anticipées. Heu, on vous a mis tous les liens des supports ressources de la Haute Autorité de Santé mis en ligne, et oui. Et donc voilà, quand vous recevrez le diaporama, vous aurez accès du coup aux ressources. Et donc, passé cette phase très théorique, je passe la parole à Madame Bircuit, à Docteur Bircuit, pour la partie vraiment pratique. Bonjour, donc je vais commencer. Donc mon exposé en fait partira de la législation pour aller aux réalités de terrain. Mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de dire, d'essayer d'exprimer comment on peut appliquer les directives anticipées, enfin aider à les mettre en place, et vous parler aussi de toutes nos difficultés au quotidien. Mais avant cela, on est obligé de refaire un petit pas en arrière et de repartir sur la législation. Ce qui me semblait intéressant quand vous voyez cette diapositive, c'est pas de retenir toutes les dates de loi et tous les textes de loi par cœur, mais c'est de comprendre que cette loi, elle s'inscrit dans un continuum, et qu'on est un peu obligé de repartir dans les années 80 pour comprendre un petit peu d'où on vient, enfin d'où ça vient tout cela. Dans les années 80, on était on va résumer un petit peu, dans la médecine hyper technique, toute puissante, avec le médecin qui travaillait beaucoup avec un système de médecine, comment dire, pas dominante, mais qui imposait sa vision des choses, très paternaliste. Et surtout, on n'avait pas beaucoup de limites. La réanimation, que ce soit pour les grands prématurés ou les grands vieillards, nous permettait de repousser toutes les frontières, en fait, face à toute complication, toute maladie, toute détresse aiguë. Face à ce mouvement de la médecine extrêmement
extrêmement, comment dire, en progrès. On avait des mouvements du patient, des associations qui ont commencé à faire remonter une insatisfaction concernant leur droit à la parole, leur pouvoir de décision, de choix sur leur vie, sur leur traitement, sur l'arrêt de leurs médicaments ou l'arrêt de leur chimiothérapie. Alors c'est vrai que la vision dans ces années 80 du patient, c'était vraiment un corps découpé, j'allais dire, un corps objet, où la technique, la radiologie, en fait, avait plutôt tendance à morceler en fait, le corps humain, à l'examiner de l'extérieur, mais jamais à le prendre dans sa vision globale, et la parole du patient n'était pas mise en avant. Donc tout doucement, en fait, le législateur, en entendant tous ces mouvements sociaux, en fait, et ces revendications tout à fait légitimes des patients, en particulier en cancérologie, ont commencé à travailler autour de l'élaboration de nouvelles lois. Donc les premières étaient dans les années 86, autour de la circulaire là, du 26 août sur l'organisation des soins et l'accompagnement des malades en phase terminale, pour ensuite, dans les années 99, aboutir à l'accès aux soins palliatifs pour tous. Ça voulait dire quel que soit l'endroit de vie du patient, que ce soit à la maison, à l'hôpital, en EHPAD, dans les établissements médico-sociaux. Toute personne devait avoir accès aux soins palliatifs. On voit que ça a beaucoup progressé, mais qu'à l'heure actuelle, la France n'est pas encore complètement dotée de soins palliatifs partout. Pour information, on a environ 26 départements qui n'ont pas d'unité fixe de soins palliatifs. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc cette loi de 99 était importante, et c'est pendant ces années-là aussi, de 90 à 99, qu'on a vu émerger toutes les nouvelles structures, mais surtout aussi d'équipes mobiles qui permettaient d'aller un petit peu partout voir des patients en soins palliatifs. Les lois fondatrices sont les lois de 2005 et 2016, la loi Leonetti, puis la loi Claes-Leonetti. Il faut bien comprendre le fil rouge de ces lois, c'est vraiment donner la parole au patient, mettre en avant son autonomie et surtout lui permettre d'exprimer sa volonté. Et les premiers axes de travail étaient autour de la volonté du patient, mais pour qu'il puisse exprimer sa volonté, il fallait aussi qu'il soit bien informé. Donc la loi de 2005, elle renforçait les droits du patient, renforçait son autonomie, et surtout donnait un nouvel élan, je pense, à la relation médecin-malade. Et c'était vraiment je pense que c'est une rupture dans nos pratiques médicales, où le médecin allait apprendre à, j'allais dire, freiner ses ardeurs et ne plus être dans le moyen, tous les moyens, enfin mettre tous les moyens à tout prix pour soigner le patient, mais savoir aussi s'arrêter. Et c'est quelque chose qui n'allait pas de soi, en fait. Donc là, dans les années 2005, on a la loi Leonetti, les directives anticipées, la notion de personne de confiance, et puis la loi de 2016 qui va renforcer tous ces droits qui avaient été évoqués dans la loi de 2005, mais la loi de 2016 va encore plus loin en parlant de droit à l'arrêt de tout traitement, on verra ça tout à l'heure, et puis à la mise en place aussi de la sédation profonde et continue. Diapositive suivante. Donc dans la loi de 2005, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un écho, je ne sais pas si vous entendez. C'est l'interdiction de toute obstination déraisonnable. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le mot interdiction. Ça veut dire que tout médecin qui franchit cette voie, c'est-à-dire qui est dans la... C'est coupé, ça va être bon. Madame Birpuy, on attendait, on a un petit problème de micro. On vous entend plus. Là, Voilà, c'est bon. c'est bon. Mais il y a quelqu'un qui a coupé mon micro, donc je ne sais pas. Donc je disais que la loi Leonetti 2005, ce qui était intéressant, c'était la notion d'interdiction de toute obstination déraisonnable. Sur un plan des valeurs, sur un plan éthique, on pense bien sûr que les médecins ne vont pas être dans l'acharnement thérapeutique et l'obstination déraisonnable, mais là c'est marqué dans la loi, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction et tout médecin peut être attaqué s'il va trop loin. Ça aussi, c'est un changement de paradigme pour nous. Le processus décisionnel en cas de patient inconscient ou arrêt de traitement reposant sur 2 mots-clés, la collégialité et la transparence de la décision. Tout est décrit dans cette loi de manière extrêmement précise. Au cas où le patient n'est plus en capacité de décider, il y a tout un tableau pour aider les équipes médicales et soignantes à prendre les meilleures décisions possibles en fonction de l'état du patient, vigilant ou non vigilant.
Les droits du patient sont renforcés dans cette loi. Le patient peut refuser un traitement et le médecin doit respecter sa décision. Là, on fera attention par rapport à la loi de 2016. Vous voyez bien ici, c'est écrit le patient peut refuser un traitement, alors que dans la loi de 2016, on verra que c'est écrit tout patient peut refuser tout traitement. Et on verra ce que ça veut dire et les enjeux derrière. Renforcement du rôle de la personne de confiance qui avait déjà été édicté en 2002 et la notion de directive anticipée donc qui apparaît et qu'on va détailler bien plus en amont. Diapo suivante. La loi Claeys-Leonetti qui vient donc renforcer la loi Leonetti, qui confirme toujours le refus de l'obstination déraisonnable et donc l'interdiction pour le médecin d'être dans l'obstination déraisonnable. Et comme je vous le disais juste avant, le droit pour tout malade d'interrompre ou de refuser tout traitement. Ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est la notion de tout traitement. C'est-à-dire que dans tout traitement, on a aussi mis la nutrition et l'alimentation. Parce qu'on avait des situations entre ces deux lois, effectivement, où des traitements comme les chimiothérapies ou d'autres traitements qui pouvaient aider, enfin qui prolongeaient la vie, qui sont arrêtés. Mais à côté de ça, la possibilité d'arrêter une alimentation, une hydratation n'était pas prise en compte. Et il y avait comment dire, une réflexion éthique sur ces situations-là et des situations qui étaient complètement discordantes. Le droit de faire respecter ses volontés, donc par la personne de confiance et par les directives anticipées, ça c'était déjà connu dans la loi précédente, mais surtout là, la grande modification, c'est que les directives anticipées obtiennent maintenant un poids beaucoup plus important puisqu'elles deviennent opposables, c'est-à-dire que le médecin est en demeure de les respecter et on verra sous quelles conditions. Ensuite, la loi précise également le droit pour tous les patients de mourir soulagés. Ça semble une évidence, mais c'est quand même écrit, quelles que soient les circonstances, même les plus complexes. Et donc, ce qui sous-tend que pour les circonstances même les plus complexes, on va arriver dans des situations extrêmement difficiles de fin de vie et on va pouvoir parler du droit à la sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, et de l'acceptation du double effet. Et je vous en reparlerai dans les diapos suivantes. On peut passer. La personne de confiance, donc on va revoir la définition ensemble. Toute personne majeure, donc pas en pédiatrie, hein. On ne peut pas désigner une personne de confiance quand on est un enfant, mais une personne de confiance doit être majeure aussi. Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, un ami. En fait, quelqu'un qui a été choisi comme étant la personne qui est en capacité de nous représenter le mieux possible, c'est-à-dire qui nous connaît bien et qui est capable de se mettre à notre place. Donc cette personne sera consultée au cas où elle est elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et co-signée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment. Ça veut dire que la personne de confiance, elle est désignée donc par le patient, mais que cette personne de confiance, elle donne son accord. Normalement, on ne doit pas avoir simplement un papier sur lequel le patient a écrit « ma personne de confiance, c'est ma femme ou c'est mon ami ». On doit avoir sur le même papier la signature de la personne de confiance qui est d'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est que normalement, la personne de confiance a déjà discuté des sujets autour de la fin de vie, la limitation des thérapeutiques ou des choix de la personne malade. Mais des enquêtes ont montré qu'il n'y a que 68% environ des personnes de confiance qui ont abordé le sujet avec la personne qui le représente, en fait. Donc ça pose aussi un petit peu question. La personne de confiance, c'est pas forcément la personne, vous l'avez compris, qui a un lien de parenté le plus proche, c'est pas forcément le conjoint, hein. Ça peut être quelqu'un que la famille ne connaît pas même, hein, un ami de travail ou un compagnon de sport, enfin un collègue de sport. Tout est possible. Donc cette désignation, elle est faite par écrit, elle est co-signée. Elle est maintenant valable pendant toute l'hospitalisation et à chaque hospitalisation, on va redemander qui est la personne de confiance. Mais le patient peut aussi écrire je nomme ma personne de confiance jusqu'à nouvel ordre en fait et pas forcément
changer à chaque hospitalisation. La personne de confiance peut accompagner le patient dans ses démarches, ça c'est très intéressant, et surtout assister aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions et participer aussi aux entretiens médicaux, même à l'hôpital. On peut demander à la personne de confiance de venir dans la chambre et d'entendre ce qu'on explique au patient pour qu'il puisse aussi reposer des questions et valider aussi la compréhension de son proche. Diapo suivante. En hospitalisation, elle est désignée à l'entrée, c'est valable pour toute la durée de l'hospitalisation. Et le patient peut bien sûr changer quand il le souhaite. Dans le cas du suivi en vie, le médecin traitant s'assure que le patient est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance, et sinon le médecin traitant l'invite à procéder à une telle désignation. Si le patient est tutelle, il faut demander au juge ou au conseil de famille s'il est en capacité de désigner une personne de confiance. Pour les directives anticipées, toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées. Donc si on Excusez-moi. Oui. Oui, c'est Madame Dabalis, cadre de santé sur les pattes de Liancourt. Je suis avec mes collègues et on avait une question par rapport à la personne de confiance. Justement, on a un cas qui est à nous en ce moment. On a un de nos résidents qui avait désigné une personne de confiance avant sa mise sous tutelle. Et là, il y a un conflit familial et on se demandait, est-ce que la personne de confiance prévaut sur la tutelle et comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, de ce que j'ai lu là, par rapport à des personnes qui auraient désigné avant une personne de confiance et qui ensuite n'a plus la capacité à valider son choix, on peut demander au juge pour voir s'il continue de laisser cette personne de confiance avec sa fonction. Oui, et qui fait cette demande? Est-ce que c'est l'établissement? Est-ce que c'est les autres frères et sœurs? Ou pour moi, ce serait à la tutelle de le faire? Oui, je pense que le tuteur peut tout à fait demander l'intervention du juge pour demander si cette personne de confiance peut continuer à avoir son rôle par rapport à ce qu'il connaît de la personne qu'il protège. D'accord, ok. C'est bien ce qui nous semblait. Merci. Je vous en prie. Donc je continue. Donc les directives anticipées, toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées. Là, ça veut dire qu'un enfant, un mineur, peut écrire des directives anticipées s'il le veut, mais en tout cas, ça ne rentrera pas dans le cadre de la loi. Donc toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Donc c'est pour ça qu'on a écrit des directives anticipées, c'est pour le moment où on n'est plus en capacité de prendre des décisions pour soi-même. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'actes médicaux. Ces directives anticipées, elles sont révisables et révocables à tout moment. Ça veut dire que la personne peut les changer, peut les transformer. Il suffit de réécrire sur son papier, d'en faire un autre ou de remettre une nouvelle date. Et ces directives ne sont pas limitées dans le temps, contrairement à la loi de 2005 où elles n'étaient valables que pour 3 ans. Les directives anticipées s'imposent aux médecins pour toute décision d'investigation, d'intervention, de traitement, avec un petit bémol, sauf en cas d'urgence vitale, pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Je donne souvent un exemple d'une personne qui dirait je ne veux pas qu'on me réanime, pas d'intubation, pas de ventilation, etc., qui a effectivement une maladie grave avec un pronostic engagé, pas forcément à court terme, mais qui a fait ses directives anticipées. Et cette personne fait une fausse route à table avec une détresse respiratoire aiguë. Bien sûr, il va être réanimé. On ne va pas le laisser s'étouffer parce qu'il a mangé un morceau de beefsteak qui est passé dans le mauvais canal. Et effectivement, si la réanimation se passe mal, on va tenir compte de ces directives anticipées et limiter les soins si les soins envisagés étaient une réanimation lourde, etc. Directive suivante, diapo suivante. Attention, ça aussi, je tiens vraiment à insister là-dessus, la rédaction des directives anticipées n'est pas une obligation pour le soignant. Pour le patient, pardon. Le patient peut tout à fait refuser d'écrire des directives anticipées. Là où c'est une obligation, c'est pour le soignant, c'est-à-dire que le soignant a l'obligation d'informer le patient qu'il a un droit à écrire ses directives anticipées. Le soignant a une obligation à
rechercher ces directives anticipées, c'est-à-dire poser la question lors de l'hospitalisation, parce que s'il doit prendre une décision collégiale à un moment donné, il doit pouvoir prouver qu'il a cherché ces directives anticipées et qu'il n'en a pas trouvé. Voilà, ça c'est très très important. Et puis il a aussi une troisième obligation qui est de tracer tout ce qui a, j'allais dire, un lien avec ces directives anticipées, c'est-à-dire, l'expression du patient d'une volonté autour de sa fin de vie ou d'un choix thérapeutique. Eh bien, on n'est pas dans la directive anticipée pure et dure, mais on est dans l'expression de la volonté du patient autour de sa fin de vie et ça, c'est complètement aussi dans le cadre de la loi, c'est-à-dire prouver, montrer dans nos dossiers qu'on a tracé tout ce que le patient a pu nous exprimer autour de sa fin de vie. Donc la hiérarchie des modes d'expression de la volonté, ça c'est fondamental dans cette loi. On écoute en premier la parole du patient, bien sûr, et ensuite, si le patient ne peut pas s'exprimer, on recherche ce qui peut représenter au mieux la parole du patient. Et donc arrivent en deuxième position les directives anticipées, puisque c'est le patient lui-même qui les a écrites. Donc elles arriveront en deuxième position. Ensuite, la personne de confiance. Et si on n'a pas de personne de confiance, pas de directive anticipée, eh bien on recherchera des témoignages des proches qui nous semblent les plus proches. Donc ça, c'est très difficile. Et c'est vrai que parfois, les équipes soignantes ont un rôle important à jouer en ayant repéré un proche qui est là depuis des mois ou des années, qui accompagne en EHPAD ou qui téléphone tous les jours. Et ça peut aussi aider une équipe soignante. Donc, les directives anticipées, attention à ne pas, dans un service, demander tout de suite: «Est-ce que le patient a écrit les directives anticipées?» pour savoir ce qu'on doit faire et comment on doit l'accompagner. On vérifie quand même en premier que le patient est en capacité de parler, parce que parfois la loi nous induit des comportements pas tout à fait logiques. Si le patient parle, eh bien la directive anticipée, quelque part, elle n'a pas d'importance, on écoute d'abord la parole, du patient. La loi nous stipule aussi le droit à avoir une fin de vie digne, ce qui nous semble évident aussi. Digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. Diapo suivante. Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. Alors ça, c'est bien stipulé dans la loi. Je vous en parle aujourd'hui, pourquoi, de cette notion de double effet? Parce que quand on va aborder la notion de directive anticipée avec nos patients, on va solliciter des questions. Et en fait, les questions des patients, ça va être mais j'ai peur d'étouffer, j'ai peur d'avoir une souffrance insupportable. Donc, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je voudrais être soulagée, je veux pas d'acharnement thérapeutique. Et nous, notre rôle, c'est bien sûr d'évoquer les directives anticipées, mais c'est de dire oui, mais si vous ressentez ça et s'il vous arrive cet événement-là, voilà ce que les équipes soignantes peuvent mettre en place. Bien sûr, on ne vous laissera pas souffrir jusqu'au bout. Bien sûr, on ne vous laissera pas vous asphyxier parce qu'il existe aussi des techniques médicamenteuses et la possibilité aussi de demander une sédation si votre souffrance elle est réfractaire. Ça vous permettra de ne pas être conscient et de ne pas ressentir ce symptôme inconfortable. Donc la notion de double effet, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais elle est extrêmement importante de pouvoir expliquer aux patients qu'on n'a pas de limite, pas de limitation, en tout cas dans nos posologies ou dans nos thérapeutiques pour soulager une souffrance, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale, en sachant que c'est plutôt sur la souffrance physique qu'on parle bien sûr de double effet. L'exemple clé, c'est est-ce qu'il y a une dose limite à la morphine pour soulager la douleur? Non, on n'a pas de dose limite. La dose limite, c'est celle qui va soulager et on pourra toujours faire une escalade thérapeutique pour essayer de soulager le patient. Mais l'effet que l'on recherche, c'est le soulagement et on peut avoir un effet, ce qu'on appelle un effet mauvais, c'est un effet secondaire qui ferait que le patient, pour être soulagé, nécessite une dose très importante d'antalgique, mais à ce moment-là, on va avoir une somnolence, voire une perte de la vigilance. Et donc ça, c'est le double effet. L'effet choisi, l'effet premier, l'effet bon, c'est le soulagement de la douleur. L'effet négatif, hein, l'effet secondaire qu'on ne recherche pas, c'est la sédation du patient, le trouble de la vigilance. Mais on est peut-être obligé de passer par ça pour soulager le patient. Mais il faut que le patient le comprenne et que les familles aussi le comprennent. C'est ça la notion de double effet. L'intention, c'est pas d'endormir le patient, c'est de le soulager, mais l'effet procuré par notre action va peut-être être, avec le soulagement, d'avoir aussi un trouble de la vigilance, mais ce n'était pas l'effet recherché. Le médecin doit donc informer le malade et la personne de confiance, ou à défaut les proches du malade, de ce qui peut se passer quand on va essayer de soulager par tous les moyens possibles un patient qui a une douleur importante. Toutes les procédures dans ces prises de décision doivent bien sûr être écrites dans le dossier médical. Ça doit être transparent. Diapo suivante.
On aborde aussi, quand on parle des directives anticipées, la sédation, puisque maintenant c'est un mot qui devient beaucoup plus connu du grand public. La sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, mais la sédation, ça peut être aussi une sédation temporaire pour un soin douloureux, ça peut être une sédation pour passer une nuit correcte et qu'un patient demande à être endormi de 20 h jusqu'à 8 h le matin. Donc le patient est en droit de demander, bien sûr, cette sédation afin d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable. Une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience qui va être maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie et mise en œuvre dans les cas suivants. Alors, je reviens juste sur les lignes du dessus. C'est donc des médicaments, en particulier des benzodiazépines, qui vont nous permettre de procurer un apaisement du patient en obtenant un trouble de la vigilance, c'est-à-dire un patient qui va être dans un état, on va dire, de coma artificiel pour parler assez vulgairement. Mais cette sédation, elle ne veut pas dire qu'on arrête tout et qu'on ne s'occupe plus du patient. On continue tous les soins et toutes les thérapeutiques antalgiques, bien sûr, hein. Un patient sédaté a toujours ses traitements antalgiques. Et par contre, si on le sédate jusqu'à la fin de vie, on va arrêter les traitements de maintien en vie et on va laisser le patient terminer sa vie de la façon, j'allais dire, la plus naturelle possible. On laisse la mort advenir. La sédation ne provoque pas la mort en soi. Le fait de réaliser une sédation, c'est le soulagement. L'intention, c'est le soulagement. L'intention, c'est pas de faire mourir le patient. Il faut bien faire la différence avec une euthanasie. Donc, quand est-ce que ce patient peut demander une sédation? Eh bien, il y a 3 critères et qui doivent être tous les 3 présents. Il faut que le patient soit atteint d'une affection grave et incurable, avec un pronostic vital engagé à court terme. Alors, court terme, au niveau de la loi, c'est plutôt compris comme quelques heures à quelques jours. Ça peut être 1 ou 2 semaines, mais normalement, c'est plutôt un pronostic très court. Et surtout, le patient présente une souffrance réfractaire au traitement. Alors, ce 3e critère, souffrance réfractaire au traitement, il est fondamental. Ça veut dire que c'est une souffrance que l'équipe médicale et soignante n'a pas réussi à soulager, mais n'a pas réussi à soulager après avoir utilisé tous les moyens mis à disposition, j'allais dire en France aujourd'hui, en 2023. Ça veut dire que les équipes doivent se poser la question de, face à cette douleur qui me semble réfractaire, ou en tout cas qu'on n'arrive pas à soulager, est-ce que je suis la bonne personne pour soulager ce patient? Est-ce que j'ai fait appel aux bonnes équipes? Est-ce que j'ai les compétences antalgiques pour savoir que cette souffrance, elle est vraiment réfractaire? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment très, très important. Donc oser appeler un tiers, oser se renseigner pour savoir s'il y a d'autres techniques, d'autres molécules. Voilà, et je pense que toutes les équipes ne sont pas forcément en capacité à poser comment dire, cette définition de souffrance réfractaire. Ensuite, lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable, il peut demander la sédation. Ça veut dire quoi? C'est un patient qui aurait un support de vie artificiel. 2 exemples assez parlants. Un patient qui aurait une SLA et qui serait en ventilation artificielle 24 heures sur 24 et qui ne supporterait pas l'arrêt de sa machine 2 minutes. Il ne peut pas vivre sans. Et à un moment donné, au cours de l'évolution de sa maladie, demande à laisser sa vie s'arrêter et laisser la maladie évoluer selon son propre cours et demande à arrêter sa ventilation. L'arrêt d'une ventilation d'un patient dépendant, c'est juste insupportable parce que ça provoque une asphyxie. Bien sûr, on ne va pas laisser un patient s'asphyxier devant nos yeux. Et donc, si ce patient demande l'arrêt de sa ventilation, c'est son droit au regard de la loi et de ce qu'il vit et de cette souffrance qui est réfractaire pour lui. Il va soulager sa souffrance morale. On peut arrêter sa ventilation, mais bien sûr, il sera endormi avant pour limiter toutes ces sensations d'asphyxie. Voilà pour un exemple de cette deuxième possibilité. Ça peut être aussi un patient qui serait sous nutrition artificielle, avec une maladie bien sûr évolutive tellement létale, qui pourrait demander l'arrêt de sa nutrition et de son hydratation. Diapo suivante. Donc, à la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile dans un établissement de santé ou
dans n'importe quel lieu de vie, en fait, puisque le droit à la sédation et le droit à l'accès aux soins palliatifs, maintenant, doit permettre aux patients de bénéficier de toutes ces pratiques, de toutes ces techniques, quel que soit l'endroit, où il vit. Et donc, vous voyez que ça pose aussi toute la question de la formation, de la connaissance, de la compétence, de la logistique des équipes, disponibles. Et c'est pas toujours, simple. Donc l'accès à la sédation partout, aujourd'hui, c'est pas forcément, tout à fait, possible partout. L'ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. Bah, ça, c'est fondamental. Toutes ces décisions, autour de la fin de vie doivent être tracées. Diapo suivante. La façon de formaliser toutes ces décisions, eh bien, les directives anticipées, on en a parlé, donc c'est écrit sur un papier, n'importe lequel, c'est daté, signé, bien sûr, avec le nom, prénom du patient. Si le patient ne peut pas écrire, sachez que 2 personnes, dont la personne de confiance, ça c'est idéal, peuvent être des témoins et signer pour attester de la validité de ce qui a été dit, enfin, de la réalité en tout cas de la parole du patient. Elles peuvent être modifiées à tout moment, elles doivent être accessibles pour le médecin qui va être appelé à prendre une décision. Alors faites attention à tous ces patients qui font des directives anticipées et qui vont les cacher dans un petit coin bien secret et qu'on n'arrive pas à retrouver ensuite. Diapo suivante. La procédure collégiale, ben, quand on prend une décision, quand le patient n'est pas en capacité de décider, eh bien, on a une obligation en tant que médecin de ne pas prendre les décisions tout seul, donc de les prendre avec les collègues. Mais les collègues, c'est beaucoup plus large que collègues médecins. C'est vraiment l'équipe qui a pris en charge le patient, que ce soit une équipe au domicile, dans un service de réa ou dans un service hospitalier ou dans une EHPAD. C'est les médecins, ce sont les infirmières, les aides-soignantes, la psychologue qui est intervenue, pourquoi pas les kinés, toute personne en fait qui a approché le patient et qui aurait quelque chose à dire, qui pourrait aider à la prise de décision. Donc quand la décision est prise par le médecin qui a en charge le patient, bah, il le fait après concertation avec l'équipe de soins. Il le fait sur l'avis au moins d'un médecin appelé en qualité de consultant et la loi stipule que logiquement, il ne doit pas y avoir de lien de nature hiérarchique entre les 2 praticiens. Alors ça, au niveau hospitalier, c'est assez difficile, hein, quand vous prenez des décisions dans une équipe, il y a souvent dans l'équipe un chef de service et ses collègues à côté. Et donc, est-ce qu'il faut aller chercher à chaque fois, logiquement, un médecin d'une autre unité pour venir dans notre service pour discuter avec nous? C'est pas tout le temps fait, mais en tout cas, on essaie de multiplier les médecins pour aplanir au mieux cette notion de hiérarchie, en sachant que la notion de hiérarchie, en fonction des services et des hommes, elle est parfois bien différente et parfois très aplanie et parfois très verticale. Diapo suivante. La réalité de terrain, donc là, je vous donne quelques chiffres. Effectivement, plus de 700 000 personnes vivent actuellement dans les EHPAD. Ça, c'était les stats de 2017, donc j'imagine que c'est semblable ou encore supérieur. C'est en constante augmentation. L'âge médian est supérieur à 87 ans. La moitié des résidents ont un niveau de dépendance très fort. Et on estime en France qu'il y a 900 000 personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentées. L'espérance de vie aujourd'hui est élevée, 89 ans pour les femmes, 79 ans pour les hommes. Et chaque année, les décès des résidents en EHPAD représentent un quart des décès en France, soit 150 000 personnes. Et plus de 60% des personnes décèdent à l'hôpital. Diapo suivante. Les causes des pathologies principales, vous les connaissez, cancer, maladie cardiovasculaire, maladie du système nerveux, maladie neurodégénérative. Diapo suivante. Au niveau statistique, aussi une étude très intéressante en 2018, un sondage BVA qui avait été lancé par le Centre national de soins palliatifs et de la fin de vie, qui était fait en 2 branches, une branche autour des Français de plus de 50 ans et l'autre au niveau des EHPAD. Diapo suivante. Ce qu'on retrouve au niveau des Français de plus de 50 ans, c'est que globalement, les Français connaissent la loi Leonetti. 40% des Français déclarent que cette loi a mis en place les directives anticipées, c'est quand même pas mal. Et les sources d'information sur les directives anticipées restent les médias et l'entourage. C'est assez surprenant, c'est pratiquement pas mentionné le corps médical en fait, hein, probablement que la médecine libérale ne prend pas ce sujet peut-être assez à bras-le-corps, je ne sais pas. La rédaction ou l'intention de rédaction des directives anticipées évolue très légèrement. Des personnes les ont rédigées et 34% ont prévu de le faire. Alors le chiffre 13%, il est resté à peu près stable dans les dernières années. La rédaction des directives anticipées est le plus souvent faite par les 75 ans ou plus, ou les personnes en mauvaise santé. Ça semble aussi logique.
Et l'exposition à la question des directives anticipées par un proche âgé n'a pas concerné grand monde en fait. À la ligne, diapo suivante. Au niveau des EHPAD, ça aussi c'est très intéressant. Donc on voit dans les EHPAD, c'était au niveau des responsables d'EHPAD, 97% des responsables d'EHPAD ayant répondu savent qu'il existe une loi sur la fin de vie, tant mieux, et 100% que la loi a introduit les directives anticipées. Ils sont aussi 88% à déclarer savoir précisément de quoi il s'agit. Et ensuite, on voit que les EHPAD en fait, mettent en place des dispositifs pour que les directives anticipées soient présentées aux résidents de façon globalement systématique. Donc là, on verra dans la diapo d'après que en fait, chaque EHPAD fait un petit peu comme il a envie de le faire. C'est-à-dire parfois, les directives anticipées sont présentées avant l'admission quand les gens viennent en visite de préadmission. Parfois, c'est juste le jour de l'admission ou dans la semaine ou dans les 15 jours. Les familles sont présentes de façon régulière à 42%, dans 42% des cas. Les échanges sur les directives anticipées ne sont pas systématiquement accompagnés d'une rédaction. Et 46% des responsables d'EHPAD déclarent que la conversation sur les directives anticipées mène rarement à la rédaction et simplement 6% systématiquement. Ça, c'est ce qu'on verra aussi dans nos pratiques quotidiennes, c'est que ce sont les discussions anticipées qui sont les plus intéressantes parce que ça n'amène pas toujours, ça ne converge pas toujours vers la rédaction de la directive anticipée. 74% des responsables d'EHPAD estiment que le sujet des directives anticipées est un sujet prioritaire qui fait partie de la politique d'EHPAD, qui permet de mieux respecter les souhaits des résidents, mais aussi de savoir quoi décider lors d'une complication médicale ou situation de fin de vie. Là, je voudrais faire un petit aparté sur cette dernière ligne. Attention, là, on est dans un exposé qui est proposé dans le cadre de la qualité des soins, mais la rédaction des directives anticipées n'est pas un critère de qualité pour une EHPAD. Ce n'est pas parce qu'une EHPAD a un bon taux de récupération de directives anticipées que ça traduit une bonne qualité des soins. Il faut faire vraiment très attention à ça. On n'a pas d'obligation. On ne doit pas obliger le patient à rédiger ses directives anticipées, ce n'est pas un critère de qualité. Critère de qualité, ce sont les discussions anticipées, en fait, de montrer et de prouver que toutes les équipes soignantes sont au fait de cette loi et pour l'information et pour la récupération des souhaits et de la volonté du patient. Privilégier son autonomie. Diapo suivante. Donc là, on voit dans les EHPAD que les choix sont différents sur la rédaction à l'arrivée. Au bout de 2 semaines, c'est en général ce qui arrive, c'est un petit peu après. Ça permet l'adaptation du patient. Et puis ne pas oublier aussi, par exemple, dans les EHPAD, c'est toute la notion de temporalité aussi. On doit laisser les gens, laisser aux personnes le temps d'arriver, de comprendre ce qui leur arrive, ce qui n'est pas du tout simple. Et les principales difficultés rencontrées par les praticiens sur la rédaction des directives anticipées, c'est souvent autour des troubles de la communication, du comportement et puis les syndromes anxio-dépressifs où les médecins disent avoir peur de discuter de la fin de vie parce que ça pourrait réveiller l'anxiété ou majorer la dépression. Diapo suivante. Alors, on a une main levée. Christophe? Oui, bah, je vais intervenir parce qu'après je vais avoir du mal à rester jusqu'à la fin. Alors, merci beaucoup pour cette partie de diaporama. J'aimerais insister sur 2 éléments. Le premier élément, et qui est extrêmement important, et vous l'avez répété il y a peu de temps, c'est que les directives anticipées ne sont pas une obligation. Et ça, c'est fondamental parce que moi, je travaille avec des jeunes docteurs et je ne suis pas dans le cadre de la fin de vie, hein. Je suis dans le cadre d'intervention de chirurgie lourde avec des risques de complications où j'ai mes jeunes docteurs qui systématiquement parlent de directives anticipées aux patients, ce qui fait qu'on a des patients effectivement qui savent déjà que l'intervention va être lourde et à haut risque et qui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Donc ça, c'est vraiment la présentation aux patients des directives anticipées, c'est vraiment un point clé pour cette mesure-là. Le corollaire, c'est que dans le critère de certification de directive anticipée n'est pas un critère obligatoire. Ce qui est simplement demandé, et c'est ce qu'il faut que les équipes comprennent, c'est de rechercher si les patients ont ou n'ont pas rédigé de directives anticipées. Point barre, ça s'arrête là. Après,
moi, je suis très surpris des résultats du sondage qui disent que 60% des Français connaissent. Moi, pour avoir fait une dizaine de visites de certification à 8 patients traceurs, chaque visite, donc j'en suis à plus de 80, j'ai dû avoir 4 patients qui ont dit: «Oui, je sais ce que c'est». Donc on en est loin des 60%. Donc on a un vrai problème aussi de connaissance par les patients des directives anticipées, ce qui effectivement complique la fonction des soignants à l'entrée, de dire: «Monsieur, madame, est-ce que vous avez rédigé des directives anticipées?» La plupart du temps, les gens ils disent: «Mais c'est quoi ce truc?» Et c'est là où les soignants sont en difficulté parce qu'il faut, expliquer à quelqu'un qui vient, pour un Panari qu'on recherche des directives anticipées, ce qui est complètement, enfin, non cohérent quoi, quelque part, et c'est un petit peu la problématique de ce critère de certification. Mais il faut bien que les soignants comprennent que c'est simplement la recherche des directives anticipées. Et le dernier point, moi, ma crainte, cette systématisation des directives anticipées, vous l'avez souligné également, c'est que quelque part, un certain nombre de soignants et de docteurs se défalquent ou se cachent derrière ces directives anticipées en disant: «Bon, ben, voilà, c'était ce qui a été décidé», et qu'il n'y ait plus de réflexion derrière. C'est pour ça que ces directives anticipées peuvent être réfléchies secondairement. Voilà, c'était un petit peu les éléments que je voulais ajouter. Si je dois quitter avant la fin du PowerPoint, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre éclairage et votre expérience. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous sur la problématique de demander des directives anticipées à quelqu'un qui vient effectivement pour un Panari ou pour, chose tout à fait banale. Mais la loi nous demande d'en parler Bah, c'est pas et la c'est loi, difficile. l'HAS demande de les rechercher, hein. Oui, Voilà, c'est tout. oui, Voilà, mais à partir du moment où on tout les à fait. recherche, on pose la question. Et ce qui est important par contre pour les services, les établissements de santé hors soins palliatifs, hein, c'est qu'effectivement, il faut poser la question parce que certains patients en ont. Mmh. Et que, c'est toujours embêtant quand on fait un patient traceur et qu'on pose la question et que le patient dit: «Bah oui, j'en ai rédigé, c'est mon fils qui les a». Moi, c'est le dernier cas de patient traceur que j'ai eu, et qu'on regarde dans le dossier, de l'établissement et qu'on voit directive anticipée coché non. Donc on se dit: «C'est sûr, la question n'a pas été posée, quoi». Voilà, Tout à c'est fait. toujours voilà. Merci. Donc je continue. Heu Ce qui est curieux aussi dans ce sondage, là, le deuxième cadre, existence de difficultés de prise de décision en l'absence de directive anticipée pour le médecin. Bah, les médecins disent: «Non, en fait, j'ai pas de difficulté s'il y a pas de directive anticipée». Donc là, ça peut poser un petit peu certaines questions parce que c'est quand même intéressant de savoir ce que le patient, a pu exprimer, avant. Occasion d'assister un patient pour la rédaction des directives anticipées. Là aussi, ça me semble très intéressant du côté des médecins là qui avaient été interrogés. Eh bien, en fait, 68% des patients n'avaient pas participé ou n'avaient pas aidé un patient à rédiger ces directives anticipées. Donc, quand on va voir les formulaires, pour rédiger les directives anticipées et toute l'énergie que le patient doit mettre pour comprendre les questions ou comprendre juste, ce qui peut lui arriver, quelle technique, quelle intervention, quel risque, je trouve que le patient est noyé et complètement perdu et qu'il a besoin d'un éclairage aussi, pour lui expliquer les tenants et les aboutissants, du projet thérapeutique. Donc le médecin, quelque part, il doit s'impliquer là-dedans, pour moi. Ah oui, j'aimerais intervenir là-dessus. Rédiger des directives anticipées, ça prend 1 heure Ah minimum. bah oui, c'est long. Mmh. C'est extrêmement long et on ne peut pas abandonner. Moi, c'est ce que je dis aussi à mes jeunes docteurs. Vous ne pouvez pas abandonner un malade à la consultation d'anesthésie comme ça en disant: «Bah, rédigez vos directives anticipées». Le médecin traitant, les 3/4 du temps, il ne sait pas ce que c'est ou il a du mal, il ne va pas passer le temps. Le patient, il ne sait pas trop quelles vont être les cibles et les complications de l'intervention. Donc, est-ce que c'est, sur la trachéotomie, respiration prolongée, respirateur? Est-ce que c'est sur la dialyse? Enfin, c'est des termes qu'il faut expliquer. Donc les directives anticipées, c'est quelque chose de compliqué. C'est pas que la page qu'on trouve sur l'HAS et je coche ce que je veux, voilà. Ça, moi, c'est ça la discordance qu'il y a entre ce critère et puis, la réalité de la vraie vie si on veut bien faire, quoi.
Merci. Ensuite, si je continue, ce qui est évoqué par les praticiens, c'est le manque de temps. C'est ce qu'on vient de voir, ça prend du temps. La gêne pour aborder le sujet, effectivement, c'est un sujet autour de la fin de vie, c'est un tabou. Est-ce que pour un médecin, c'est si facile que ça d'aborder la fin de vie de son patient? C'est pas facile. La peur de choquer le patient. Voilà, ça on l'avait vu tout à l'heure. Diapo suivante. Alors, la connaissance sur la loi Leonetti, on va dire que globalement, les soignants connaissent la loi Leonetti. La loi Claes-Leonetti, je pense qu'ils ne savent pas très bien la différence entre les deux, mais ils ont fait une espèce de, un petit peu une loi qui prend tout en même temps. L'obligation d'information du patient sur les directives anticipées, elle est connue par les soignants. L'obligation du recueil des directives anticipées, elle est connue. Et la traçabilité de l'entretien sur les directives anticipées, globalement, c'est connu aussi. Diapo suivante. Ce qui est signalé aussi, pas dans les enquêtes que je vous ai présentées, mais au niveau du rapport SICAR, c'est le manque de formation des médecins sur la loi, mais aussi sur la formation en soins palliatifs qui permet aussi d'apporter plein d'éléments sur les droits qui sont mis dans la loi Claes-Leonetti. Diapo suivante. Les propositions d'amélioration, c'est l'information du grand public sur la loi via les médias, mais aussi, je pense, vers les professionnels, par les professionnels de santé. C'est le système permettant d'accéder aux informations concernant l'existence des directives anticipées. C'est l'incitation des médecins traitants aussi à informer. Qu'on ait des documents adaptés à la population gériatrique, à la population psychiatrique, l'implication des psychologues aussi, pourquoi pas, et la formation des soignants qui est quand même clé. Diapo suivante. Alors là, je vous ai mis le formulaire HAS, on ne va pas le décortiquer complètement, mais c'est pour vous dire qu'il existe, hein, si ça peut vous aider pour comprendre un petit peu ce qu'on peut mettre dans dans des directives anticipées. Diapo suivante. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le patient, il faut qu'il soit en capacité de pouvoir lire tout ce qu'il y a écrit là, il faut qu'il soit en capacité de comprendre les mots qui sont posés dans ces documents. Là au début, ce n'est pas très difficile, c'est exprimer mes souhaits, ma volonté sur ce qui est important à mes yeux après un accident ou du fait d'une maladie grave ou au moment de ma fin de vie, mes convictions personnelles, ce qui est important pour moi, pour ma vie. La dernière directive anticipée qu'on a eue, nous, la semaine dernière, le patient mettait dans ce qui est important pour lui. S'il avait quelque chose de grave qui lui arrivait, c'était de pouvoir manger et boire seul et qu'il ne supporterait jamais qu'on lui donne à manger ou qu'on lui donne à boire ou que ce soit de manière artificielle. Après, la question d'après, je souhaite préciser ce qui me paraît important de faire connaître concernant ma situation actuelle. Lui avait dit qu'il voulait qu'il n'y ait qu'une seule personne qui l'accompagne, c'était sa compagne, il voulait voir personne d'autre pendant ses hospitalisations. Diapo d'après. Je veux m'exprimer à propos des situations dans lesquelles je veux ou je ne veux pas que l'on continue à me maintenir artificiellement en vie, par exemple état d'inconscience prolongé, entraînant une perte de communication définitive. Donc là, la personne peut mettre qu'elle refuse une réanimation, qu'elle refuse une ventilation artificielle, une réanimation cardio-respiratoire, etc. Diapo suivante. Je souhaite évoquer d'autres situations, comme par exemple la poursuite ou l'arrêt de traitement ou d'acte pour ma maladie. Là, le patient aussi a la liberté d'écrire d'autres choses qui sont importantes pour lui, sur ses proches ou la façon de prendre soin de lui, ses soins de confort, etc. Diapo suivante. Là, c'est pour quand on n'est pas atteint d'une maladie grave. Là, je passe parce que c'est plus simple en soi par rapport à notre quotidien. Formulaire HAS et où sont conservées les directives anticipées chez moi ou sur moi. Donc, faire attention aussi à bien savoir où elles sont. Là, dernièrement, le patient avait mis dans le tiroir de la table de la salle à manger. Voilà, donc le mieux, c'est quand on les a, c'est de pouvoir les scanner et avec l'accord du patient, bien sûr, et les mettre dans le dossier médical, que ce soit à la maison, en HAD, en EHPAD ou à l'hôpital pour les retrouver et que l'onglet aussi directives anticipées dans le fameux dossier informatisé soit apparent à chaque séjour et pas dans le premier séjour qui n'apparaît pas dans les séjours d'après. Il y a plein de choses techniques aussi à mettre en place pour les retrouver facilement. Voilà. Diapo suivante. Les coordonnées de la personne de confiance. Diapo suivante. Diapo suivante. Là, c'est un exemple de directive anticipée qui avait circulé un petit peu à un moment après la première loi Leonetti. Donc là, il fallait juste répondre par oui ou par non à des questions qui semblaient apparemment simples, mais qui ne sont pas si simples que ça. Respiration artificielle, une machine qui remplace ou qui aide ma respiration.
Non. Trachéotomie, je ne sais pas. Je ne sais pas si le patient savait ce que c'était qu'une trachéotomie. Intubation, non. Ventilation non invasive, oui. Est-ce que le patient sait ce que c'est qu'une ventilation non invasive par rapport à une respiration artificielle? En sachant que la ventilation non invasive, elle peut devenir un support de cardio-respiratoire. L'alimentation artificielle, le patient dit oui, je veux bien une nutrition effectuée au moyen d'une sonde placée dans le tube digestif ou d'un dispositif intraveineux. Et après, pour la réhydratation, il met qu'il ne veut pas de sonde placée dans le tube digestif. Donc là, on a aussi du mal, peut-être en tant que docteur ou soignant, à comprendre pourquoi il veut bien pour l'alimentation, mais il ne veut pas pour l'eau. Alors que si on pouvait passer les deux dans le tuyau, c'est peut-être plus simple dans l'estomac que dans une veine. Enfin bref, rein artificiel, est-ce que le patient sait vraiment ce que c'est qu'une hémodialyse et toutes les contraintes qu'il y a derrière? Diapo suivante. Transfert dans un service de réanimation, non. Transfusion, je n'en veux pas. Opération chirurgicale, non. Radiothérapie, non. Chimio, non. Technique visant à tenter de prolonger ma vie, non. Et puis en même temps, on avait vu que l'alimentation par une sonde, c'était possible. Donc vous voyez, c'est très compliqué quand on a des documents comme ça et que ce n'est pas écrit de manière plus littérale ou que ce n'est pas accompagné. Beaucoup de directives anticipées, en fait, dans la pratique, ne sont pas forcément utilisables par le corps soignant. Diapo suivante. On peut aussi rédiger tout à fait de manière simple, avec ses propres mots. Là, une patiente qui nous avait écrit, qui avait une SLA. Si mon état de santé s'altère avec apparition d'une détresse respiratoire et une sensation d'étouffement qui ne peut pas être soulagée, je souhaite que l'on m'endorme pour ne plus être conscient de mon état. Je ne souhaite pas dans ce cas que l'on prolonge artificiellement ma vie. Quand on reçoit une directive anticipée comme celle-ci et qu'on n'a pas participé à sa rédaction, bien sûr qu'on va la lire avec le patient et qu'on va récupérer les directives anticipées, parce que donner un formulaire au patient pour dire vous pouvez écrire vos directives anticipées, et si on ne revient pas vers lui après pour comprendre dans quel état de détresse ou d'émoi il a été en lisant juste simplement les questions, parce qu'il se projette dans tout ce qui peut lui arriver d'horrible, et qu'on ne reprend pas en disant bah voilà, si vous avez une sensation d'étouffement qui ne peut pas être soulagée, bien sûr on peut vous endormir et on fera comme ça, et l'équipe connaît les médicaments et ça se passera comme ça, et votre famille pourra être là, etc., etc., etc. Et c'est ça qui est important dans tout ce travail autour des directives anticipées. Diapo suivante. Une autre phrase aussi qu'on retrouve souvent, des directives très courtes, les patients les font, alors est-ce qu'ils le font par obligation ou pas? Ils nous mettent « je veux pas d'acharnement, je veux mourir dans la dignité ou je veux pas souffrir ». Bah, ça ne va pas du tout aider les soignants, puisque de toute façon, l'acharnement thérapeutique, les médecins ne doivent pas le pratiquer. Donc, et mourir dans la dignité, c'est notre rôle de toute façon de voir la personne en face de nous comme une personne digne jusqu'au bout. Diapo suivante. Je ne veux pas que l'on prolonge ma vie de manière artificielle, pas de ventilation assistée, pas de trachéotomie, pas d'intubation. Je ne veux pas d'alimentation entérale, je veux mourir dans la dignité. Je ne veux pas être maintenue dans un état de dépendance contre ma volonté. Ça aussi, ça peut nous aider, effectivement. Diapo suivante. Et si les directives anticipées ne sont pas possibles à rédiger, qu'est-ce qu'on a comme outil? Diapo suivante. Alors ça, voilà, les praticiens, de toute façon, s'il n'y a pas de directive anticipée, rappelez-vous, ces personnes de confiance ou chercher auprès des proches une trace de la parole du patient. Mais en tout cas, on doit tracer tout ce qu'on a reçu comme information. Et puis, on fait des décisions multidisciplinaires avec la procédure collégiale qui est indiquée dans la loi. À la ligne, enfin, diapo suivante, pardon. On peut aussi faire très attention à l'expression de la volonté verbale des patients. Ce sont souvent des petites phrases comme ça qui sont dites pendant une toilette, pendant un soin, quand on a la main sur la porte. Toutes ces phrases qui évoquent la fin de vie, je voudrais mourir, je voudrais partir, ça suffit, c'est trop, laissez-moi tranquille, pourquoi je suis encore ici, à quoi ça sert? Ces petites phrases-là, en fait, il faut apprendre à avoir des oreilles bien développées pour les repérer et rebondir dessus. Pourquoi vous me dites que c'est à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça n'a pas de sens, c'est trop lourd, c'est trop difficile, je veux plus me battre, faut qu'on arrête tout ça. Et donc toutes ces phrases-là, il faut apprendre à les repérer pour vraiment rentrer dans la discussion, et c'est ce que j'appelle vraiment les discussions anticipées. C'est là où on va retrouver le plus d'informations intéressantes. Diapo suivante. Et puis bien sûr, il y a aussi vous connaissez bien, toutes les attitudes non verbales, hein, les refus de soins, refus d'alimentation, d'hydratation, refus de toilette, l'arrachage de perfusion, de sondes de manière itérative, le repli, l'isolement. Tout changement d'une personne gravement malade doit interpeller aussi. Et on doit mettre en parallèle la clinique et les inconforts qui sont exprimés par le patient.
Je voulais prendre l'exemple aussi tout à l'heure, là, qui revient souvent, c'est les patients qui, dans le cadre de la fin de vie, quand ils veulent rédiger ou pas leur directive anticipée, ont souvent dans leur histoire un exemple, une histoire tragique, un proche qui est décédé en asphyxiant ou d'une hémorragie ou avec des douleurs insupportables. Et le « je ne veux pas mourir comme mon frère ou comme mon ami » nous permet de rebondir aussi sur cette question-là. Mais comment ça s'est passé pour votre proche? Qu'est-ce qui vous fait peur? Et de pouvoir dire derrière, ben voilà, nous, on pourra mettre en place ça. Bien sûr qu'on n'ira pas jusque-là, etc., etc. Diapo suivante. Donc, ce qui nous semble important, c'est de favoriser la capacité d'expression, les souhaits, les désirs, les préférences, les convictions, les valeurs du patient, et de relire tout ça avec une cohérence et être en adéquation avec son histoire de vie. Ça me semble fondamental. Diapo suivante. L'objectif de ces directives anticipées, quelque part, le premier objectif, c'est quoi? C'est respecter la volonté du patient et son autonomie. Et s'il n'a plus sa capacité à dire, comment on peut faire pour le faire de manière anticipée, pour garder sa volonté, même quand il ne sera plus en capacité de l'exprimer, donc grâce aux directives anticipées et à la personne de confiance. Pourquoi c'est important aussi pour nous en tant que soignants? Parce que ça va aider les équipes soignantes dans les décisions à prendre. Et ce qui est important aussi, je pense même fondamental, c'est de pouvoir éviter des situations pourvoyeuses d'inconfort. Ne pas aller trop loin, essayer de s'arrêter au moment où il faut, maintenir une personne sur son lieu de vie, parce que si on a parlé des directives anticipées, si on a évoqué que ce patient-là, on ne va pas le réanimer, qu'il souhaite mourir dans son lieu de vie, à la maison, avec l'HAD ou en EHPAD, eh bien, on va pouvoir prévenir, on va pouvoir organiser, on va pouvoir mettre une HAD en place, on va pouvoir rédiger une fiche SAMU qui fait que quand le SAMU sera appelé, eh bien, le médecin saura déjà que là, il n'y a pas de réanimation, il n'y a pas de transfert à l'hôpital à faire. Ou on peut aussi prévenir une HAD, faire ce qu'on appelle des dossiers dormants, où l'HAD va évaluer en amont un patient qui risque d'être en fin de vie de manière très proche, avec peut-être un symptôme réfractaire difficile. Eh bien, le dossier est ouvert, l'HAD n'intervient pas, mais au moment où la situation de crise arrive, l'HAD est contacté, il n'y a pas besoin d'évaluation de préadmission, et on peut détacher un médecin ou une infirmière d'HAD pour aller poser une perfusion ou mettre en place des traitements autour des symptômes de fin de vie, par exemple. Pensez aussi à tout ce qui peut arriver dans le cadre des soins palliatifs, interpeller les EMSP, etc. On peut le faire si on a abordé ces sujets-là en amont et de ne pas appeler juste dans les dernières heures pour les symptômes de phase terminale. Voilà. Diapo suivante. Ce qui ressort, c'est bien les discussions anticipées évolutives qui sont très importantes et qui vont peut-être aboutir, dans le meilleur des cas, à la rédaction des directives anticipées. Priorité aux préférences du patient, ses souhaits, ses désirs, tracés dans le dossier médical par les soignants, tout ce qui permettra peut-être d'aboutir à la rédaction des directives anticipées, ou en tout cas qui pourra aider à des prises de décision. Respecter bien sûr la temporalité du patient, sa fragilité, sa vulnérabilité, avec empathie, écoute, disponibilité, tact et délicatesse. Diapo suivante. Place de la personne de confiance, place des proches, place des équipes soignantes. Nous sommes tous indispensables côte à côte pour trouver les meilleures solutions possibles. Diapo suivante. Soulager la douleur, les symptômes physiques et les symptômes psychologiques. Ne pas oublier bien sûr que tout ça, ça fait partie d'une réflexion éthique au quotidien. C'est trouver le juste équilibre entre l'obstination déraisonnable et la non-assistance à personne en danger ou l'abandon thérapeutique. Attention, comme le disait notre collègue tout à l'heure, la directive anticipée ne doit pas nous permettre de les appliquer stricto sensu et d'abandonner quelque part la réflexion éthique et de se cacher derrière. Diapo suivante. Respecter bien sûr tous les principes éthiques connus d'autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance et de justice. Diapo suivante. Voilà, c'est la dernière. Alors, merci beaucoup pour votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions, s'il y en a. Eh bien, merci, vraiment merci beaucoup de votre présentation. On a eu une petite réflexion au niveau du chat sur la certification, le nouveau manuel de certification qui est sorti donc cette semaine, sur le fait que la HS donc, évolue également dans ses préconisations et que maintenant, dans le nouveau manuel, il y a un endroit, justement, ce nouveau manuel préconise d'inciter le patient à renseigner ses directives anticipées dans son espace
mon espace, dans mon espace santé. Donc voilà, on va toujours dans le sens de communiquer pour que l'information soit retrouvée. Est-ce que vous auriez d'autres questions, d'autres interrogations? J'ai pas de petite main levée, j'ai pas de réflexion dans le chat. Moi, j'aurais une petite question. Effectivement, il y a des temps de séjour qui peuvent être plus ou moins courts. Donc là, le thème, c'est avoir le droit de rédiger ces directives anticipées. Comment faire justement dans un service, par exemple, d'ambulatoire ou d'urgence? Comment les professionnels peuvent répondre à ce point-là? Si vous auriez des conseils, parce que je sais que c'est des questions qui reviennent assez souvent, parce qu'on a vu qu'il fallait effectivement le demander, mais il y a certaines durées de séjour où ça interpelle un peu plus les soignants pour le demander. Alors, je vous entends pas. Je crois qu'effectivement, c'est assez difficile pour les soignants, car très souvent, quand on évoque les directives anticipées, dans la tête du soignant, il y a les mots fin de vie qui apparaissent aussitôt, et que le soignant se dit, mais comment je vais pouvoir parler de la fin de vie avec ce patient-là qui vient, comme disait notre collègue, pour se faire opérer d'un panari. Et donc la solution, c'est pour moi, dans ces conditions-là, c'est plutôt de se détacher du côté fin de vie et c'est pas de se cacher, mais de reprendre le côté un petit peu législatif, de dire est-ce que vous savez que ça existe? Voilà, on le demande à tous les patients qui arrivent. Ça fait partie, on vous demande la personne à prévenir, et ben on parle aussi de la personne de confiance. Ça fait partie du même dispositif législatif. Donc en général, la personne de confiance, les patients adhèrent plutôt bien, ils comprennent, même si on leur dit que c'est au cas où ils ne seraient plus en capacité de pouvoir communiquer. Hein. Donc c'est quand même pas quelque chose de très agréable. Et de dire, voilà, dans ce dispositif-là, il existe la personne de confiance, il existe aussi les directives anticipées. C'est-à-dire que là, c'est pas votre personne de confiance qui parle à votre place, c'est vous qui avez écrit avant sur un papier de ce que vous souhaiteriez pour vous, si jamais à un moment donné, vous pouvez pas vous exprimer. Mais c'est de se détacher un petit peu du côté fin de vie, de reprendre un peu comme une stratégie. Voilà, personne à prévenir, c'est différent. Personne de confiance, directive anticipée. C'est la loi c'est vos droits. Donc moi, mon rôle en tant que soignant, c'est de vous présenter vos droits et de banaliser un petit peu en quelque sorte, sans minimiser, mais de ne pas axer fin de vie, et en tout cas se détacher peut-être dans la tête du soignant de directive anticipée, c'est la fin de vie, ça va les bouleverser, etc. Et en général, de toute façon, on voit quand même bien par expérience que quand on aborde ces sujets-là avec les patients, au lieu de les paniquer, dans le cadre de la maladie chronique, hein, là je parle, en général, ça les apaise. De savoir qu'on peut évoquer ces sujets-là, que c'est pas maintenant, mais que si un jour ça arrive, eh bien, les équipes sont en capacité d'entendre aussi les choses. Merci. Madame Pingré, vous avez levé la main. En fait, moi, j'ai une question. Moi, je travaille avec l'ISAP Marie de Cambrai. Et en fait, on est un service de médecine onco avec des lits identifiés soins palliatifs. Donc, on a des patients qui viennent en court, moyen ou long séjour où, effectivement, la problématique des directives anticipées revient souvent. Et à quel moment, justement, on peut se permettre de parler des directives anticipées pour un patient qui connaît sa maladie, mais qui ne connaît pas l'évolution de sa maladie ou n'est pas peut-être en état de l'entendre. Et est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des conseils, ou à quel moment on pourrait le mettre en place, ou en discuter avec le patient? C'est très compliqué en fait. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est difficile. Après, moi, ce que j'essaie de prôner dans l'unité, c'est tout ce qui est autour des souhaits thérapeutiques et des discussions anticipées. C'est-à-dire qu'on ne met pas le mot forcément directive anticipée comme ça, directement, mais que toutes ces questions autour du désir, de comment vous vivez les soins qu'on vous prodigue en ce moment, qu'est-ce que vous pensez des traitements qui sont mis en place, comment vous supportez les traitements qui sont actuellement les vôtres. Et puis de ces questions-là, ça amène à mais si un jour c'est difficile pour vous, surtout, vous pouvez nous le dire, ou vous pouvez nous dire déjà maintenant ce qui vous apparaît comme trop difficile si ça arrive. C'est vraiment, je pense, dans le compagnonnage, oui, la démarche côte à côte, l'alliance thérapeutique avec le patient, que tout doucement, on va avoir une information, une deuxième, une troisième, avec le médecin, avec l'infirmière, avec la psychologue, avec
avec la personne qui vient apporter les repas, l'ASH, et tout doucement, on va construire quelque chose. C'est vraiment de la co-construction, en fait, ces directives anticipées. Après, vous avez quelques patients qui sont très au clair sur leur pronostic et qui vont dire ça, je veux pas, ça, j'accepte, ça, je refuse, et on se pose et on prend un papier, on reste 1 heure dans la chambre et on rédige. Enfin, il rédige, on revoit le lendemain, il recommence et on fait ça sur 2-3 jours. Mais j'ai pas une méthode particulière. Par contre, c'est vraiment toutes ces interrogations sur c'est trop dur, à quoi ça sert, encore une chimio, pourquoi vous dites encore une chimio? Voilà, la notion d'insupportabilité quand même pour le patient en cancérologie, l'insupportabilité des traitements, des récidives, des aplasies, etc. C'est important qu'il puisse le verbaliser et de dire derrière, mais vous avez aussi le droit de donner vos limites à vous. D'accord. Hein, ça, c'est un peu des petites pistes. Je ne sais pas si ça vous aide, mais... Oui. Merci beaucoup. Donc, voilà, donc les questions. S'il y en a d'autres qui arrivent, on va continuer à juste vous présenter nos prochaines actualités et on prendra encore 1 ou 2 dernières questions juste après. Donc, la prochaine actualité, effectivement, c'est pour préparer la semaine sécurité des patients. On va vous proposer une série de webinaires, un jour un outil, pour vous outiller en amont de la semaine sécurité des patients qui est au mois de novembre. Comme ça, vous pourrez piocher dans différents sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, on commence avec les représentants des usagers le 26 septembre avec France Asso Santé. Ensuite, il y aura les incontournables du CREX. Pourquoi le MAR, donc le médicament à risque, est-il aussi méchant? L'identitovigilance, le bon soin aux beaux patients, l'éthique et certification, la maltraitance avec les témoignages des pratiques professionnelles et des pratiques professionnelles. Et enfin, nous finirons par gérer le chariot d'urgence et les urgences vitales. Donc, vous avez toutes les informations sur notre site internet où vous pouvez vous inscrire pour participer aux différents webinaires. Ensuite, nous avons toujours nos formations qui sont proposées avec des formations qui sont financées par l'Agence régionale de santé. Quand vous voyez le petit logo, donc sur maîtriser les risques en établissement médico-social, l'analyse collective d'événements indésirables, tout ce qui va être identito-vigilance en webinaire et gestion des risques médicamenteux, personnes âgées, personnes handicapées. Donc voilà, il y a plusieurs séries de formations et pareil, toujours, vous avez tout accès sur notre site internet. Et nous avons également un temps fort de décembre avec une journée régionale de sensibilisation des établissements médico-sociaux au nouveau manuel de la Haute Autorité de Santé. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup de votre attention. Et est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ah si, effectivement, je vois qu'il y a une question qui est tombée entre-temps. Ainsi que pour les services de soins en santé mentale, comment aborder ces sujets qui sont très sensibles, surtout pour les personnes qui sont dans une prise en charge pour tentative de suicide, par exemple? Alors là, ce n'est pas forcément mon terrain d'activité quotidien. Par contre, ce que j'ai pu voir en me renseignant un petit peu sur la psychiatrie et qui est extrêmement intéressant, c'est tout ce qui est autour des directives anticipées, les DAP en psychiatrie, qui se développent de plus en plus, qui sont connus dans les pays anglo-saxons. Et en fait, qui partent un peu du même principe que pour la fin de vie, mais c'est au cas où je ne serai plus en capacité de décider pour moi-même, et donc en particularité lors des accès des bouffées délirantes dans la schizophrénie ou pour les patients atteints de bipolarité. Et donc, on les aide, on les accompagne à rédiger leurs directives anticipées qui sont très particulières puisque c'est le patient en fait peut exprimer ce qu'il aimerait qu'on fasse pour lui au moment où il est en incapacité de décider pour lui-même, il n'a plus sa capacité de discernement. Donc ça va jusqu'à j'accepterai telle ou telle thérapeutique, tel médicament je ne veux pas, je souhaiterais être hospitalisé dans tel ou tel centre, et il met dans sa directive anticipée pourquoi il voudrait aller dans tel centre, pourquoi il ne voudrait pas aller dans tel autre centre. Il exprime aussi comment repérer sa crise, enfin les signes précurseurs de sa crise, et comment il souhaite qu'on le prenne en charge pendant sa crise. La façon de l'aborder, de lui parler, de le toucher ou pas.
Il exprime aussi les personnes qu'il veut voir autour de lui dans ces moments-là, les visites qu'il souhaite avoir. Il exprime les personnes à prévenir. Et puis, il laisse aussi des directives comme si j'ai une crise, il ne faut pas oublier que à la maison, il y a un chat à nourrir ou j'ai telle ou telle chose que j'ai engagée et faire attention. Donc, ça va quand même très loin, c'est très global. Et ce qui est intéressant, c'est que la rédaction de cette directive anticipée psychiatrique a permis de limiter, je ne sais plus dans une étude, jusqu'à 30% des hospitalisations sous contrainte. C'est-à-dire que si on répondait d'emblée au désir du patient, parce que le patient se connaît et connaît sa pathologie, eh bien, on arrive à mieux l'accompagner au bon endroit et avec les bonnes thérapeutiques. Donc, j'avais trouvé ça assez passionnant comme travail. Voilà, et avec le droit, évidemment, d'avoir une personne de confiance. On a une dernière question. Par qui doit être abordée les directives anticipées en premier lieu? L'accueil administratif a-t-il un rôle à jouer? Alors là, ça c'est un petit peu pour demander est-ce que les directives anticipées existent? Je pense que tout le monde est en capacité de poser la question. Mais ce qui est compliqué, c'est quand on a posé cette question-là, qu'est-ce qu'on va recevoir en retour? Ah bah oui, mais c'est quoi? Alors, est-ce que l'agent administratif, il sait exactement ce qu'est la directive anticipée? Est-ce qu'il est en capacité d'accompagner le patient face à ses émotions? J'en suis pas persuadée. Alors, ça dépend ce que vous appelez accueil administratif. Si c'est un soignant qui est dans un service et qui s'occupe de l'accueil administratif, mais qui a une formation d'aide-soignante ou d'infirmière à un moment donné dans sa vie, c'est pas la même chose. Mais à mon avis, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Non, c'est vrai que ça peut arriver que comment dire, que le formulaire pour pouvoir aider à rédiger les directives anticipées soit dans le livret d'accueil ou dans une pochette un passeport de séjour. Et du coup, c'est un document qu'on donne, mais toute la démarche derrière, c'est plus qu'administratif, bien évidemment. Voilà. Madame Pingré, vous avez toujours la main levée. C'est parce qu'elle n'a pas été abaissée ou vous avez encore une question? Allez, je suis désolée. Pas de souci. Bon, en tout cas, vraiment un grand merci à tous pour votre participation, pour vos questions très intéressantes. Au docteur Bircuit, bien évidemment, pour son intervention. Le replay vous sera envoyé d'ici quelques jours. Et s'il y a d'autres questions qui viennent, eh ben, nous ferons suivre et on y répondra avec plaisir. En tout cas, on vous souhaite une très bonne fin de journée et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va voir le PowerPoint? Oui, avec le replay. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.